C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, États-Unis-Iran, premier affrontement direct. Oui, il a eu lieu hier, ce premier affrontement. La situation est explosive. Elle aurait pu basculer en quelques instants. Certains responsables américains l'affirment. Donald Trump a même envisagé de quitter la table des négociations. De quoi parle-t-on? Un drone iranien abattu par un avion F-35 près du porte-avions USS Abraham Lincoln. Et ce n'est pas tout. 6 navires armés iraniens ont tenté d'arraisonner un pétrolier américain dans le fameux détroit d'Ormuz. Preuve, s'il en fallait encore une, que la situation est extrêmement fragile entre l'Iran et les États-Unis. La guerre est-elle vraiment en stand-by sur fond de nucléaire? Accélération annoncée des négociations, mais toujours le revolver sur la table. D'ailleurs, voyez comme l'Iran, depuis des heures maintenant, expose ses forces. Regardez ces drones, images de propagande. Et si l'Iran faisait miroiter des négociations pour éloigner une frappe? Et si les États-Unis cherchaient à gagner du temps pour protéger ses bases avant une frappe? Et s'il ne suffisait que d'une étincelle? Écoutez, regardez. Quand on voit les moyens qui sont installés dans le Golfe par rapport à ce que j'avais connu avant, quand on voit l'étincelle potentielle ici ou là, on le voit aujourd'hui avec le drone, mais ça peut être autre chose. On sait que dans l'histoire, les grands conflits finalement sont intervenus sur un terreau, une situation qui existait de crise. Et puis à un moment, il y a l'étincelle. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau, bien évidemment, Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours et vous êtes spécialiste défense et sécurité. Bonjour à vous, colonel Pierre de Jong. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consultant défense géopolitique, LCI. Vous êtes ancien colonel des troupes marines. Ça va compter dans cette émission. On va le voir ensemble dans quelques instants. Grégory Phillips, merci également d'être avec nous, rédacteur en chef international LCI. Et nous serons rejoints dans quelques instants par Pierre Serment, éditorialiste géopolitique TF1 LCI. Le grand dossier États-Unis-Iran, premier affrontement direct, c'est donc parti. On va vous parler des provocations iraniennes. Un drone iranien abattu par un F-35 américain pas loin de l'USS Abraham Lincoln. Mais d'abord, cette question, le pouvoir iranien est-il en train de vaciller, de se fissurer? Réveil de dissensions internes. Le directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House à Londres a déclaré que les incidents de ces dernières heures, qu'on va vous détailler dans quelques instants, pouvaient signifier qu'il y a des factions dures dans les rangs du régime, des dirigeants, et qui, eux, ne veulent pas des pourparlers. Ce responsable dit, quand ils sont attaqués, tous les côtés politiques du régime fonctionnent ensemble. Quand il y a une médiation, ils se sabotent mutuellement. On en parle avec vous, Siavash Ghazi. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondant France 24, RFI à Téhéran. Peut-on imaginer, Siavash, des dissensions internes, en effet, au sein des proches de Khamenei, et peut-on même imaginer deux camps qui s'opposeraient, un pro-négociation et un anti qui serait très ferme, très dur? Il y a bien sûr des points de vue différents au sein du système. Tout le monde ne partage pas les mêmes avis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre de décision, c'est-à-dire négocier avec les Américains ou lancer une guerre, ou par exemple comment répondre quand Israël a attaqué l'Iran, comment il fallait répondre, les décisions en général se prennent au sein du Conseil suprême de la sécurité nationale. Ce conseil est donc regroupe tous les dirigeants politiques et militaires, les hauts dirigeants politiques et militaires du pays. Il y a le président de la République, il y a le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Renseignements, le ministre de l'Intérieur, par exemple. Il y a le chef des gardiens de la Révolution, le chef des armées, le chef d'état-major des forces armées. Et en plus, il y a des gens qui sont nommés directement par le guide suprême, qui en plus de cela a deux représentants directs, dont l'un est le secrétaire du Conseil suprême, qui est en fait le véritable patron de ce Conseil. Et en fait, toutes les décisions, les grandes décisions du pays concernant la politique étrangère ou les questions de sécurité, par exemple, sont prises au sein de ce Conseil. Et pour que ces décisions soient effectives, elles doivent être avalisées par le guide suprême iranien. Lorsque le président iranien dit, par exemple, j'ai ordonné d'entamer des négociations avec les États-Unis, en fait, il exprime le point, la conclusion des débats au sein du Conseil qui a abouti à une telle décision. Par exemple, là, les responsables iraniens disent que
la reprise des négociations avec les Américains, qui a été interrompue par la guerre de 12 jours, sera donc reprise, ces négociations, de manière indirecte, et dans un second temps, s'il y a des garanties de la part des États-Unis, il peut y avoir des discussions et des négociations directes. Donc, il y a des points de vue différents, mais il n'y a pas de... beaucoup peut-être ne partagent pas, mais ce genre de décision est prise par ce Conseil suprême qui réunit quelques 30 ou 35 membres. Je vous remercie beaucoup, Siavash Ghazi. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve un peu plus tard dans cette émission pour revenir sur les attaques iraniennes contre l'armada américaine. Ça s'est passé hier. On se dit à tout à l'heure. Je voudrais qu'on explique à nos téléspectateurs pourquoi c'est important ce point des dissensions au sein du régime. Si vous nous avez bien suivis depuis plusieurs jours, on vous l'a martelé. Certains disent ça ne sert à rien de frapper l'Iran tant que le pouvoir est solide, tant qu'il n'y a pas de défection. Si ça bouge au sein du régime, est-ce que c'est un game changer, comme on dit? Est-ce que ça peut changer la donne, Grégory Phillips? Oui, d'autant plus que la semaine dernière, les services de renseignement américains ont quand même expliqué à Donald Trump que jamais en 47 années de république islamique, depuis 79, le régime n'avait été aussi fragilisé. Fragilisé par, évidemment, la crise économique qui a déclenché les premières manifestations fin décembre. Fragilisé, évidemment, par les gigantesques manifestations et la répression d'une violence sans nom qui a fait plus de 30 000 morts sans doute, et on se dit que là, il y a peut-être une fissure totale entre le peuple iranien et les dirigeants, fragilisés aussi par la pression américaine. Donc ça, les services de renseignement ont dressé ce tableau à Trump en disant, voilà, le régime se fissure. Maintenant, il y a ces informations qui disent qu'à l'intérieur du régime, il y a aussi des points de vue différents, des dissensions. Il faut bien comprendre, d'abord, Khamenei, c'est quand même celui qui est à la tête de tout ce régime et qui décide de beaucoup de choses. Ensuite, vous avez des corps différents, vous avez l'armée, vous avez les gardiens de la révolution, vous avez le Conseil suprême dont parlait Siavash à l'instant. Donc il est possible effectivement que ces différents corps jouent l'un contre l'autre ou l'un en face de l'autre avec des positions assez différentes. Au final, c'est Khamenei qui décide. Alors, je voudrais vous montrer d'autres images, par ailleurs. Des images de rassemblement à nouveau, d'hommage à des victimes. Là, c'est à Tabriz. C'était ces toutes dernières heures. C'est pas rien. Images également, c'était ce week-end. Manifestation à l'Université des sciences médicales de Shiraz. Les étudiants en médecine qui ont protesté contre le sort des médecins tués, d'autres arrêtés lors de la dernière vague de manifestations en Iran. Écoutez, regardez. Et Elisabeth Shepard-Selam, attention, regardons ce qu'a dit Reuters ces dernières heures, que lors de réunions de haut niveau, des responsables ont indiqué au guide suprême directement que cette fois, la colère publique suscitée par la répression avait atteint un point où la peur ne serait plus un frein et que, à la moindre frappe américaine, la situation pourrait totalement se retourner. Là, on sent qu'on pourrait être au point de rupture, peut-être ce dont rêvent les Américains. Ce dont rêvent les Américains. Greg disait que les services américains disaient qu'ils étaient à un point où ils étaient très affaiblis, mais ils ne sont pas les seuls. On a entendu ça aussi des Saoudiens, on a entendu ça aussi des Israéliens qui ont fait le déplacement aux États-Unis pour en parler. Et on le voit dans la rue, en fait. On le voit, les étudiants. Ces étudiants risquent quand même de se faire eux-mêmes tuer. On sent qu'il y a quelque chose qui bascule. Et comme ça se fait confirmer, non seulement en interne, mais par les alliés de la région, qui sont quand même néanmoins inquiets parce que ça pourrait donner comme conséquence, effectivement, pour les Américains, c'est quand même une information essentielle pour la suite. Colonel Pierre-Doyon. Vous savez, c'est très compliqué. Moi, j'ai toujours pensé que l'Iran était une armée d'opérette. Alors, c'est dur, parce que par les temps qui courent, on considère que l'Iran peut faire quasiment jeu égal avec les États-Unis. Moi, je ne pense pas du tout. La guerre Iran-Irak de 80 à 88 a été un carnage. C'était une guerre totalement conventionnelle. Premier point. Le deuxième point, par l'armement nucléaire qu'ils n'ont toujours pas, ça reste une armée totalement conventionnelle. Et c'est quoi la force vive de cette armée? C'est 120 000 hommes, 130 000 hommes sur les passes d'Aran. Donc, c'est pas non plus une armée de 500 000 hommes. Donc, quelque
quelque part, il y a une véritable faiblesse. Le problème, c'est les ultra-communicants. Et c'est très compliqué pour les États-Unis comme pour les Européens d'imaginer un conflit avec une puissance terroriste. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'action qu'ils ont menée sur leur proxy, le Hamas, le Hezbollah, etc., ils ont démontré qu'ils avaient une capacité, d'agacement, en tout cas de destruction sur toute une série de pays. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont fragilisés par ce qui leur arrive. Et puis, ils ont l'énorme marteau américain au-dessus de la tête. Pierre Servan, je vous en prie, faites votre entrée. Vous êtes bien sûr le bienvenu sur ce plateau. Pierre Servan, éditorialiste géopolitique, TF1, LCI, auteur du livre, notamment, Les présidents et la guerre aux éditions Perrin. Comment vous dire à quel point je suis ravie de vous retrouver? Et moi, Servan, je suis ravie quel plaisir, de vous recevoir sur mon plateau à nouveau. Avec vous. Alors Pierre Servan, vous nous avez suivis. On évoquait des informations, des remontées sur des points de rupture au sein du régime, des dissensions, des lignes dures et d'autres qui veulent négocier. Encore une fois, c'est important pour la suite, pour la décision américaine de frappe ou non frappe. On disait depuis des jours, tant que le régime est solide, ça ne sert à rien de frapper parce que c'est l'enlisement à la clé. S'il commence à se fissurer, ça peut changer la donne? Alors, je vais répondre à votre question, mais juste une remarque, si vous le permettez. Je vous en prie. Dès que les sujets sont complexes, et tous les sujets qu'on aborde sont complexes, on a besoin des intelligences croisées. C'est-à-dire, c'est vraiment avec nos intelligences croisées qu'on arrive peut-être à éclairer les sujets. Alors, quand on parle de ce qui se passe à l'intérieur du pouvoir iranien, j'ai une petite réserve, parce que c'est très difficile de l'infiltrer. C'est certainement les Israéliens qui sont les mieux au fait, qui ont une connaissance la plus fine. Mais le problème, c'est que les Israéliens sont partie prenante. Et donc, ceux qu'ils peuvent transmettre, y compris à la France, les services de renseignement français et israéliens, les forces spéciales françaises et israéliennes, j'en ai été témoin quand j'étais affecté comme officier de réserve au commandement des opérations spéciales, on a des liens étroits avec eux, il y a une grande confiance. Bon. Mais sinon, le risque pour le gouvernement Netanyahou, c'est de fausser les éléments. Il y a aussi une guerre d'information permanente. Et donc, en tout cas, pour ma part, je suis incapable de dire avec des sources vraiment dans lesquelles j'ai très confiance, le pouvoir se fissure pas, il y a les faucons, etc. D'autant plus que les Iraniens sont extrêmement habiles à mettre en scène un certain nombre de choses pour jouer leur propre partie. Il faut toujours rappeler que les Iraniens sont, sinon les inventeurs, en tout cas les précurseurs des inventeurs du jeu d'échecs. En Allemagne, le jeu d'échecs, ça se dit Schachspiele, le jeu du chat. Le chat, c'est le chat d'Iran. Donc, ils savent très bien jouer ces parties-là. Alors maintenant, les événements de ces dernières semaines marquent une cassure à tout point de vue. Et donc, il n'est pas impossible qu'à l'intérieur de l'appareil d'État, je crois que vous évoquiez tout à l'heure l'armée, qui est le parent pauvre. Dans tous les systèmes dictatoriaux, la garde prétorienne, c'est elle qui a l'argent. C'était vrai chez Kadhafi. Donc les forces qui rapportaient à Kadhafi étaient surpayées, suréquipées, et puis l'armée, c'était la valtaille, elle n'était pas payée. Donc est-ce que du côté de l'armée qui a des enfants, je veux dire qui avaient peut-être des enfants dans les manifestations, etc., est-ce qu'il y a des choses qui vacillent? Est-ce que les services occidentaux arrivent à fragiliser, à diviser le régime? Voilà, honnêtement, je ne suis pas capable d'avoir une réponse définitive. On ne cesse de le marteler, un des régimes les plus complexes de cette planète et un des plus résilients également. Et d'ailleurs, quand on écrit panique chez les Mollahs, bien sûr, nous avons conscience que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne peut pas tout exprimer en quelques mots. On en a bien conscience. Une certitude, en revanche, Pierre Servan, c'est que Donald Trump et Xi Jinping se sont entretenus il y a quelques heures. Ça s'est terminé un petit peu avant le début de cette émission. Il était question, bien sûr, de pourparlers entre Russie, États-Unis et Ukraine en ce moment même. Mais Donald Trump l'a confirmé sur son réseau social. Le président chinois et l'américain ont bien parlé de l'Iran. Je viens d'avoir une excellente conversation, ça vient de tomber, avec le président Xi. Ce fut un appel long et approfondi au cours duquel beaucoup de sujets importants ont été abordés. Je ne sais pas si on peut voir la suite. Merci, dont le commerce, la situation, etc. Et vous voyez la situation en Iran. Est-ce que vous imaginez Xi Jinping tenter de venir au secours de l'Iran? Est-ce que vous imaginez Xi Jinping tentant de retenir le bras américain? Alors, il y a deux choses. Retenir le bras américain par des discussions, en flattant Donald Trump, en lui rappelant que son grand objectif stratégique, c'est l'argent.
les 1000 milliards de dollars d'investissement de l'Arabie Saoudite promis par Mohamed Ben Salman à l'Amérique, et que si il rentre en guerre, le risque c'est qu'il perde tout cela. Seconde question, est-ce que les Chinois pourraient interférer plus directement sur le plan militaire? Alors j'y crois pas du tout, parce que la partie que joue Xi Jinping d'une façon assez fine, c'est regardez à quel point je suis sage, je respecte le droit international, enfin tout ça étant faux. Mais donc c'est pas du tout le style, surtout à un moment, Amélie, vous l'avez tous noté, où le haut commandement chinois est décapité. Et il n'est pas décapité qu'à la suite des dernières purges, puisque Xi Jinping a purgé son meilleur ami, un fils de prince rouge comme lui, qui a été liquidé. Mais ça fait des mois. Il y a plusieurs mois, le responsable de l'armement nucléaire stratégique chinois a été limogé parce qu'à la suite d'une enquête, alors est-ce que c'est une enquête, une vraie enquête ou une enquête à charge maoïste, etc. Mais dans le combustible des boosters pour les fusées, en fait, ils ont trouvé de la flotte, de l'eau. Donc franchement, je ne crois pas que ça soit le moment. Juste une seconde, dans la déclaration à la fin, Trump dit et puis on va faire du commerce ensemble. Il y a quelques jours, il traitait le Premier ministre, voilà, et l'achat de pétrole et de gaz américain par la Chine. Voilà. Et il y a quelques jours, il traînait dans la boue le Premier ministre canadien Mark Carney, qui à Davos a fait un discours remarquable, parce que celui-ci, comme d'autres puissances moyennes, joue un peu la carte de la Chine aussi. Alors lui, si vous voulez, donc il tacle les autres, mais quand il s'agit de faire du business avec le Chinois, il attend avec impatience la rencontre. Regardez ces jeux de dupes qu'on a toute la journée. On va suivre la presse américaine pour essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est dit entre le président chinois et le président américain. Je voudrais qu'on en vienne maintenant à cette question. S'agit-il en effet du premier affrontement entre États-Unis et Iran? Un drone iranien Shahed 129 abattu par un avion F-35C américain près du porte-avions USS Abraham Lincoln. L'armée américaine a abattu hier un drone iranien tout près de son porte-avions USS Abraham Lincoln. Ce n'est pas rien et surtout ça ne s'arrête pas là. Un pétrolier américain a été approché par des navires armés iraniens dans le détroit d'Ormuz avant de poursuivre sa route. Et on lit dans le Wall Street Journal que l'affaire est si sérieuse que Donald Trump aurait bien failli stopper les négociations ou les espoirs en tout cas de discussion. Xavier de Giacomoni, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec Morgan Pope près du détroit d'Ormuz, il est juste derrière vous. Racontez-nous, la tension est montée d'un coup? Oui, c'est un accrochage grave, 2 accrochages même, vous le disiez. D'abord, l'histoire de ce drone. Cela fait plusieurs jours que des drones iraniens cherchent à repérer le porte-avions Abraham Lincoln et tout son groupe aéronaval. D'ailleurs, les Iraniens ne se cachaient pas. Ils le disaient ouvertement, un peu en provocation par rapport aux États-Unis, par rapport à Donald Trump. Et puis finalement, c'est un F-35C, donc un F-35 Marine, qui avait décollé du porte-avions Abraham Lincoln, qui était en fait en surveillance. C'est la première couche de surveillance et de protection du porte-avions qui a abattu ce drone Shahed qui aurait pu causer des dégâts sur le porte-avions. Alors il n'aurait pas pu le détruire, il n'aurait pas pu le couler bien évidemment, mais en s'écrasant sur le pont, il aurait pu tuer un marin, endommager du matériel. Donc évidemment, c'est une première alerte extrêmement forte pour les Américains qu'ils ont pris très au sérieux et d'ailleurs le drone repose maintenant en mer d'Arabie, certainement d'ailleurs pas très très loin de l'endroit où les Américains avaient jeté à l'époque le corps d'Oussama Ben Laden. Le second incident est peut-être beaucoup plus grave en fait. Ça s'est passé, vous le disiez, dans le détroit d'Ormuz, à la sortie du détroit, à l'entrée du golfe Persique. Des vedettes, des gardiens de la Révolution, partis de Bandar Abbas, ont pris d'assaut, ont pris en chasse un pétrolier américain, et pas n'importe lequel, puisque c'est un pétrolier qui a l'habitude de ravitailler les navires de la flotte américaine dans le golfe Persique. Donc c'est un élément essentiel de la logistique américaine dans le golfe. Finalement, le pétrolier, en accélérant, a réussi à sortir du piège, mais il y avait aussi un drone, là aussi, les dégâts auraient pu être importants, et il a fini son trajet escorté par un destroyer de la marine américaine. Donc on voit avec ces 2 incidents qu'à chaque moment, il peut y avoir un accrochage, et des accrochages qui peuvent devenir de plus en plus dangereux, voire même, vous le disiez, annuler les négociations, et donc de ce fait, par la suite, déclencher la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Merci précieux de vous entendre, Xavier de Giacomoni, avec Morgan Pope depuis le terrain.
Pierre Servan, le général de Villiers, on l'a entendu en introduction de cette émission, il disait sur ce plateau, on le voit avec le drone, mais ça peut être autre chose. On sait que dans l'histoire, les grands conflits sont intervenus sur un terreau, une situation de crise, et à un moment, il y a l'étincelle. On en est là, on en est au stade de l'étincelle. Alors, le général de Villiers a raison. Rappelez-vous l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo, et avec un système, après une caisse de résonance des différentes alliances qui débouche sur la Première Guerre mondiale, alors que des assassinats de princes, d'archiducs en Europe par différents mouvements, vous en aviez tous les 15 jours, ou presque. Alors, là, je voudrais apporter un bémol. L'histoire du pétrolier, il y a clairement une mesure d'intimidation avec ces hors-bord, avec ces vedettes d'assaut qui sont une des menaces des passes d'Aran réellement. Je vous donnerai tout à l'heure un détail que j'ai pu constater sur place il y a quelques mois. Sur l'histoire du Shahed, je m'interroge. Normalement, la flotte se trouve à 700-800 km du détroit d'Ormuz. Le Shahed 139, qui peut être soit un Shahed, un drone d'observation ou un drone d'attaque, et là les Américains n'ont pas communiqué sur le point de savoir si c'était l'un ou l'autre, normalement il a une allonge de 300 km, 400 km. Donc si je fais des calculs, à mon sens, l'agresseur, ce sont les Américains, alors, entre guillemets. On va en rester là pour l'instant. Parce qu'on doit marquer une courte pause, comme on dit dans le métier. Voilà. Vous l'avez compris, en tout cas, la situation, elle était extrêmement explosive en ce moment, alors que l'Iran parle négociation. Vous voyez les actes, vous voyez aussi les images, encore une fois, de drones relayés par la propagande. On va s'arrêter sur cette situation qui semble pouvoir basculer à tout moment, et on vous raconte tout. On sera devant cet écran avec le formidable Grégory Phillips également pour vous refaire toute l'histoire. À tout de suite. Vous êtes devant le grand dossier avec toujours cet enjeu. États-Unis-Iran, premier affrontement direct. On en parle avec nos invités, bien évidemment. Mais là, c'est l'heure du rappel de l'essentiel de l'actualité. En Ukraine, au moins 7 morts dans une frappe russe. Alors que des pourparlers entre Américains, Russes et Ukrainiens se tiennent en ce moment à Abu Dhabi aujourd'hui, le Kremlin a affirmé que son offensive se poursuivra tant que Kiev n'acceptera pas ces conditions. Donald Trump fait-il marche arrière à Minneapolis? L'émissaire de Donald Trump sur place annonce le retrait immédiat, je cite, de 700 policiers de l'immigration. Pendant des semaines, cette ville américaine, vous le savez, a été le théâtre de fortes tensions suite à la mort de 2 manifestants tués par des agents fédéraux. Et bien sûr, revenons sur l'attaque d'une professeure à Sanary-sur-Mer hier, poignardée à plusieurs reprises lors de sa garde à vue qui se poursuit. L'élève de 14 ans a reconnu avoir prémédité son geste. L'état de santé de l'enseignante est toujours jugé préoccupant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous reprenons donc le fil de ce grand dossier États-Unis-Iran, premier affrontement direct. Et toujours, j'en suis ravie, avec Elisabeth Shepard-Selam, avec le colonel Pierre de Jong, avec Grégory Phillips et donc avec vous, Pierre Servan. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Éditorialiste politique, TF1, LCI, auteur du livre Les présidents et la guerre aux éditions Perrin, notamment auteur de ce livre-là. Il y en a tellement d'autres. Et donc, reprenons notre affaire. Un drone iranien Shahed abattu par un avion F-35 américain tout près du porte-avions USS Abraham Lincoln. Et, par ailleurs, 6 navires iraniens qui ont tenté d'arraisonner un pétrolier américain. Oui, il y a eu premier affrontement ces dernières heures. La situation est explosive et tout a failli vriller, puisqu'on apprend dans la presse américaine, selon des hauts responsables, que Donald Trump a failli mettre un stop aux discussions, en tout cas à leurs préparatifs, puisqu'on annonce les discussions pour vendredi. De quoi parle-t-on? Avant d'aller plus loin, Grégory Phillips, venez donc avec moi au tableau. Voilà, Grégory Phillips. Un drone iranien abattu par un avion américain près du porte-avions USS Abraham Lincoln. Grégory, racontez-nous ce qui s'est passé. Bon, d'abord, regardons la carte pour être complet. L'incident, si on peut dire, s'est déroulé en pleine mer. On est à peu près à 800 km des côtes iraniennes. On est en mer d'Arabie. C'est là qu'est déployé l'USS Abraham Lincoln depuis environ une semaine. Et ça faisait plusieurs jours que les drones iraniens cherchaient à survoler le bâtiment américain. Ce qui s'est donc passé hier, c'est qu'un drone iranien de type Shahed 139 s'est approché de manière agressive, selon le commandement militaire américain. À ce moment-là, le drone a été abattu par un avion F-35 qui a décollé de l'Abraham Lincoln et qui était en vol à ce moment-là pour le protéger. Intervention en légitime défense, évidemment, aux yeux des Américains, pour protéger ce bâtiment, pour protéger le personnel. Mais écoutez la version iranienne telle que diffusée par la télévision officielle du régime.
Notre source a mentionné que la mission du drone était considérée comme une procédure standard et légale et qu'il avait transmis avec succès ces images de surveillance et de reconnaissance au centre de commandement. Elles ont toutefois ajouté qu'après avoir envoyé les données, le drone avait perdu le contact avec sa base et que la cause de cette déconnexion faisait actuellement l'objet d'une enquête dont les détails seraient communiqués une fois finalisés. Voilà, donc vous avez compris, les Iraniens parlent d'un drone d'observation qui est allé filmer le porte-avions américain. Il n'y a aucune image, évidemment, de ce qui s'est passé. En revanche, regardez, on a retrouvé cette vidéo qui avait été prise déjà par un drone iranien qui avait survolé le porte-avions américain Eisenhower en novembre 2023. Il y a un peu plus de 2 ans, on était dans la même zone, en mer d'Arabie aussi. Les États-Unis, à l'époque, avaient qualifié ce survol de dangereux et non professionnel. Mais à l'époque, le drone n'avait pas été abattu. Et donc je le disais, il ne s'agit pas pour le drone d'un incident isolé. 6 navires iraniens armés ont tenté d'arraisonner un pétrolier américain dans le détroit d'Ormuz. Oui, alors ça c'est le deuxième gros moment de tension. Ça s'est déroulé quelques heures plus tôt dans le golfe Persique, juste au-dessus du détroit d'Ormuz. C'est ce pétrolier américain-là, le Stena Imperatif, qui a été menacé par plusieurs vedettes rapides, des hors-bords iraniens, au total de 6 a priori. Ce sont les bateaux armés du corps des gardiens de la Révolution, qui étaient également accompagnés d'un drone. Les Iraniens sont arrivés autour du pétrolier américain. Ils ont ordonné au capitaine d'arrêter les moteurs et ils ont menacé de monter à bord. Justification de Téhéran, ils seraient entrés dans les eaux territoriales iraniennes du côté du détroit d'Ormuz, ce que conteste la compagnie maritime du pétrolier. Alors regardez la carte, ça en rouge, ce serait le trajet du pétrolier qui s'est approché effectivement des côtes iraniennes. Là non plus, pas d'image, mais on sait que le capitaine a refusé d'obéir et qu'un destroyer américain, le USS McFall, c'est celui-là, est venu porter secours à ce pétrolier. Ce destroyer, évidemment, fait partie de la gigantesque, la magnifique armada, pour reprendre les termes de Donald Trump, qui est déployée dans cette région du monde depuis plusieurs jours. Il a finalement escorté le pétrolier qui a poursuivi sa route avec en soutien les F-16 de l'aviation américaine. Parfait, merci beaucoup Grégory Phillips. Et certains disent que cette tentative d'arraisonnement est en fait beaucoup plus grave que l'affaire du drone. On va y venir, mais d'abord verbalisons, mettons les mots. Pierre Servan, est-ce qu'il s'agit en effet, selon vous, du premier affrontement direct? Sommes-nous dans la menace ou dans le fait de guerre? Voilà, on est à mi-chemin entre les deux. D'abord, tout à l'heure, j'ai commis une erreur. Le Shahed 139 peut avoir une allonge beaucoup plus importante, non pas 300, mais 1300. Donc, effectivement, les Américains pouvaient considérer, je ne sais pas à quelle distance du porte-avions, que ce drone, même s'il était d'observation, représentait une menace. Et donc, je dirais que les deux parties se testent. La manœuvre sur le pétrolier américain était d'autant plus significative que ce pétrolier américain est censé ravitailler aussi une partie de la flotte américaine qui se trouve dans la zone. Donc là, c'était vraiment une démonstration de force dans une zone qui est très compliquée parce que le détroit d'Ormuz étant très étroit avec peu de fond, vous avez 2 rails, un rail rentrant et un rail sortant pour les bâtiments. Vous avez un flux énorme, c'est plusieurs dizaines de bâtiments qui transitent par cette zone-là. Et donc je crois que la largeur, c'est 2 fois 3,5 km de profondeur. Donc les Pasdaran ont dû jouer sur la proximité avec la limite du rail pour dire vous êtes rentrés dans nos eaux. Et la démonstration américaine, c'est on laisse rien passer, il n'est pas question de céder. Donc je dirais que pour l'instant, c'est relativement tendu. Les messages sont envoyés. Les Pasdaran montrent qu'avec leur hors-bord, qui est une véritable force de frappe, dans la zone, je ne sais pas si on peut revoir la carte de 2 secondes, il y a voilà, vous voyez, on voit Oman là. Alors on peut dire, mais c'est bizarre, Oman, c'est pas là. Vous voyez sur la carte, sur la pointe, le doigt qui rentre dans le détroit d'Ormuz. Oman, c'est beaucoup plus au sud. Mais c'est bien Oman parce que c'est une exclave, comme Kaliningrad. C'est-à-dire c'est une partie détachée d'Oman, où se trouve un petit port dans lequel je me suis rendu il y a quelque temps, de Kassab. Et vous avez un trafic de hors-bord entre les côtes iraniennes et Kassab sur Oman, qui est un trafic avec des centaines de hors-bords. J'ai vu ça transportant des marchandises. Les Iraniens échangeant des tapis, des chèvres, et parfois, paraît-il, de l'armement et de la drogue, et les Omanais échangeant avec des produits d'électroménager. Ce que je veux dire par là, c'est que ces centaines de hors-bords remplis jusqu'à la gueule de produits manufacturés, ou de tapis, pour faire des échanges, vous prenez cette flotte
Vous mettez des pasdaran à la place et vous les remplissez de tireurs de RPG, de lance-roquettes ou de lance-missiles ou de bateaux kamikazes, c'est une flotte de guerre à partir de petits bateaux qui peut poser vraiment de gros problèmes à la flotte américaine. Alors, certains responsables américains, je le disais, c'est important, assurent que Donald Trump, suite à ces actes-là agressifs de l'Iran, a réfléchi à stopper les négociations, en tout cas les préparatifs de négociations. Mais regardez le discours officiel. C'est la porte-parole de la Maison-Blanche, Mme Leavitt, qui fait savoir que Donald Trump reste déterminé à privilégier la diplomatie. Il faut être deux pour danser le tango. Et Donald Trump lui-même s'est exprimé. Rien d'agressif dans son propos, regardez. Ils négocient, ils aimeraient faire quelque chose, et nous verrons si quelque chose va être fait. Ils ont eu l'occasion de faire quelque chose il y a quelque temps, mais cela n'a pas fonctionné. Et nous avons lancé l'opération Midnight Hammer. Je ne pense pas qu'ils souhaitent que cela se reproduise, mais ils aimeraient négocier. Nous sommes en train de négocier avec eux. Honnêtement, je pense qu'il est justifié de se dire, Elisabeth Shepard-Selam, je me tourne vers vous parce que la question américaine, c'est quand même votre sujet. Il s'agit de la première puissance mondiale. L'Iran, en pleine discussion, balance des drones et tente d'arraisonner un pétrolier. On pourrait s'attendre à une réaction forte des États-Unis. Nous sommes la première puissance, on ne vient pas nous chercher. Je résume de manière un tout petit peu simpliste. Et pourtant, voilà la réaction officielle de la Maison-Blanche. Est-ce la preuve qu'ils veulent tout faire pour éviter de passer à l'étape militaire? Alors, je dirais deux choses. Ils ont quand même répondu assez rapidement aux drones, quand même si ça a coûté très cher par rapport à ce que c'est Shahed, avec une réaction qui était avec des F-35 qui sont de sortie, qui le sortent du ciel. Donc, quand même, il y a une réaction militaire assez forte. Bien sûr. Je pense que le président qui est effectivement dans des négociations, et on pourrait parler quand même des négociations aussi, ont changé de lieu, des acteurs, enfin, il y a quand même beaucoup de flou autour de ces soi-disant négociations, parce que pour l'instant, on a quand même plus de questions presque que d'informations concrètes. Je pense que Donald Trump, qui s'est lui-même en quelque sorte mis dans cette situation avec ses postes en envoyant l'armada, aimerait peut-être surtout sur le nucléaire trouver une sortie qui lui permettrait peut-être de ne pas entrer en guerre, parce qu'il a quand même, Pierre parlait des intérêts israéliens, mais il y a aussi beaucoup d'alliés des États-Unis dans la région qui ne sont pas aussi chauds pour une guerre parce qu'ils ont peur des conséquences et surtout de l'après, c'est-à-dire, ok, vous frappez, mais qu'est-ce qui se passe pour nous après et quelles sont les représailles des Iraniens? Donc je pense que Donald Trump est quand même au courant des options. On sait qu'il a été présenté avec les différentes options, avec les conséquences, et peut-être il essaie de trouver une sortie. Ceci étant dit, on entend beaucoup aux États-Unis aujourd'hui, beaucoup de bruit sur ils vont pas vouloir, il y a quand même un certain nombre de demandes, pas simplement sur le nucléaire américain, le balistique, les proxys et aussi... La fin des répressions. Et la fin de la répression. Et on a quand même, si on parle beaucoup avec les renseignements et les experts sur l'Iran aux États-Unis, beaucoup de bruit en disant il ne faut pas trop croire qu'ils sont prêts à, en gros, solder leur régime pour Donald Trump. Je ne veux pas le faire patienter plus longtemps. Je parle de Siavosh Ghazi qui nous attend depuis Téhéran. Merci beaucoup d'avoir patienté, Siavosh Ghazi, correspondant France 24 et RFI. Quelles étaient, selon vous, les motivations derrière cette tentative iranienne d'arraisonner un pétrolier américain dans le détroit d'Ormuz? Derrière ce drone iranien Shahed abattu par un F-35 américain tout près du porte-avions USS Abraham Lincoln? En fait, je pense qu'il y a des messages qui ont été envoyés quand on lit les médias officiels iraniens, notamment les médias proches des gardiens de la Révolution. Par exemple, pour le drone, les médias proches des gardiens de la Révolution ont affirmé que le drone avait accompli sa mission et avait pu envoyer des images à la base avant que le contact soit coupé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans la bouche des Iraniens, l'Iran sait où se trouve le porte-avions américain et donc a envoyé un drone pour prendre des images. Bon, bien sûr, on n'a pas vu les images, donc c'est un message pour dire aux Américains, on sait où se trouve donc ce groupe naval. Pour le pétrolier, c'est pas n'importe quel pétrolier qui a été sur lequel il y a eu une tentative d'arraisonnement ou d'avertissement selon les médias iraniens. C'est un pétrolier qui est destiné à ravitailler donc les navires de guerre américains. Les Iraniens veulent par ce biais-là montrer que en fait ils contrôlent le trafic. Ils savent très bien quels sont les bateaux et les navires qui traversent le détroit d'Ormuz. Et selon les médias officiels iraniens, ce pétrolier est entré dans les eaux territoriales
iranienne et a quitté ses eaux territoriales après avoir reçu un avertissement. Et puis, troisième message, ce soir, dans une demi-heure à peu près, la télévision iranienne va montrer les images d'une visite, aujourd'hui ou hier, sans doute, du chef d'état-major des forces armées, accompagné par le chef du programme balistique, qui est sous le contrôle des gardiens de la Révolution, le chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, dans une base souterraine de missiles balistiques supersoniques. Et là, c'est un autre message qui est envoyé pour dire que nous disposons toujours de ces missiles balistiques et donc nous pouvons les utiliser pour frapper Israël, pour frapper les bases américaines dans la région et même envoyer des missiles contre le groupe naval américain qui est arrivé dans la zone. Donc c'est des messages très clairs destinés aux Américains, alors que les négociations doivent reprendre vendredi à Oman, comme cela a été dit par les médias iraniens. Merci infiniment, précieux. Encore ces informations, Siavash Ghazi, depuis Téhéran, correspondant France 24 et RFI. Effectivement, en termes de messages forts, l'Iran sait faire. Ces dernières heures, par exemple, ils font circuler beaucoup ces images de drones comme ça, qui se multiplient dans des souterrains, dans des caves, comme vous voulez. Mais voilà, l'image, elle est là. Regardez ce dont nous disposons. Toutes sortes de drones différents. Je ne vous ai pas entendu sur le sujet encore, colonel Pierre de Jong. Mais comment analysez-vous ces messages iraniens en plein, j'ose presque le soi-disant, préparatifs de discussion En fait, on va vers l'épreuve de force. Et en fait, inconsciemment ou consciemment, les Iraniens montent des opérations, soit pour les stabiliser, soit pour communiquer. C'est ce qu'ils font fort bien. Maintenant, ce que je constate, c'est que la réaction américaine, elle est plutôt linéaire. On voit bien que du côté militaire, le bateau ne s'est pas arrêté, donc a continué vers sa route. Et le deuxième point, ils ont détruit le Shahed, sans en parler plus que ça. La communication américaine de très très bas niveau. Et le président Trump, en finale, il dit, écoutez, ils voulaient négocier, ils ne veulent pas négocier. Donc en fait, il se met dans une situation d'attente qui est plutôt favorable aux Américains, me semble-t-il. Mais il y a quand même une question qui me revient, Pierre Savant, avant de parler de la situation de notre marine française à nous. C'est est-ce que tout ça, n'est-ce pas que du temps gagné, entre guillemets? Est-ce que la guerre n'est en fait que retardée? Du temps gagné, les Iraniens tentent de gagner du temps pour s'éviter une frappe, les Américains tentent de gagner du temps pour pouvoir mieux protéger leur base dans la région, et Israël particulièrement, avant de frapper. Alors c'est une vraie question, évidemment j'ai pas la réponse. Moi j'ai une conviction, je pense que Donald Trump ne veut pas frapper, ne veut pas la guerre. Je pense qu'il a écouté les arguments de Mohammed Ben Salman, l'homme qui lui a promis 1000 milliards de dollars d'investissement, donc le patron de l'Arabie Saoudite de fait, aux États-Unis, qui lui dit si là tu passes vraiment, si l'Armada attaque massivement, ça sera la Syrie avec une guerre civile puissance 100. Parce que c'est un pays qui fait 3 fois la France, 90 millions d'habitants, tu vas pas t'en sortir. Et par ailleurs, selon les informations que je peux avoir, mais c'est pas très compliqué de les avoir, le haut commandement américain est incapable de promettre à Donald Trump l'opération du Venezuela, c'est-à-dire 98% de réussite. Là, on est, sachant qu'on ne sait pas exactement les objectifs de guerre, mais au mieux, on est sur du 70% si ça se passe très bien. Or, Donald Trump ne peut pas se permettre 30% d'échecs avec une situation asymétrique où le faible iranien, s'il arrive à écorner la peinture du porte-avions, va sortir dans une situation triomphale. À quelques mois des midterms, Donald Trump étant dans une situation difficile, ne peut pas se permettre ça. Donc je pense que lui veut, alors non pas négocier, je termine juste vraiment d'un mot, si vous me le permettez, je ne veux pas vous retarder par rapport à un correspondant, mais il n'y a pas de négociation. Il y a des discussions pour arriver à trouver un cadre, un calendrier, etc. Il faut se rappeler que sur le nucléaire iranien, il avait fallu des mois de discussions secrètes à Oman, etc. Des mois sur le nucléaire iranien seulement. Et ça avait tourné très court. Voilà. Non, ça a débouché sur l'accord qui a été cassé par Trump en 2015. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Trump a rajouté des sujets et qu'il est impossible dans des réunions à Oman en 3 heures, en 4 heures de résoudre ça. Donc en fait, ce qu'il voudrait, c'est sortir avec un calendrier et des engagements sur les points à aborder. Et les Iraniens, qui sont des fins manœuvriers, sont prêts à jouer le jeu en disant « Ah ouais, on est prêt à discuter, etc. » Et ça renvoie des choses. Mais celui qui veut éviter la guerre aujourd'hui, à mon avis, c'est Donald Trump, jusqu'au moment où il va considérer que son ego est insulté, menacé, et alors ça peut péter dans quelques secondes.